Bonjour à tous, donc encore une nouvelle explication linéaire du mariage de Figaro, c'est la scène du couronnement, qui est en l'acte 1, scène 10. Introduction. L'auteur, Beaumarchais, 1732-1799, à la vie aventureuse, est un écrivain, dramaturge, aventurier, espion, marchand d'armes. C'est l'auteur de comédies à portée souvent contestataire. Il faisait partie des Lumières. Il est à l'origine de la première loi en faveur du droit d'auteur et le fondateur de la Société des auteurs. Bien. Présentation de l'auteur. Fond de l'œuvre. Le mariage de Figaro est une comédie de 5 actes de Beaumarchais. Elle est marquée par un thème sociopolitique, la dénonciation des privilèges de la noblesse, la dénonciation des privilèges de la noblesse et plus particulièrement de l'aristocratie. C'est une satire de la société inégalitaire. Elle est tout à la fois une pièce de théâtre, comédie, mais aussi considérée comme l'un des signes avant-coureurs de la Révolution française. Notre passage. Nous sommes ici dans l'acte 1, scène 10. Figaro, Suzanne et Rosine conspirent contre le comte. Figaro piège le comte devant la foule en faisant exécuter le mariage tout de suite, d'où la toque de mariée, en fait, c'est ça son idée. Et en faisant croire publiquement à la foule que le comte a arrêté le droit de cuissage, pour que ce dernier ne puisse se dédire, ne puisse pas dire le contraire. Cette scène, c'est un gros retournement de situation. Et ouais, parce qu'on s'attendait. Là, vous me faites une grosse lecture du texte, assez expressive si possible. Et la problématique qu'on peut donner, c'est comment Figaro change la tendance et rend le comte impuissant, ou neutralise le comte. Euh, Dans le plan, on peut avoir trois mouvements. Le premier mouvement, c'est de la ligne 1 à 12. C'est le suspense autour de la mystérieuse faveur dont parle Figaro et la comtesse. Le deuxième mouvement, c'est de la ligne 13 à 42. C'est le jeu de dupes autour de la faveur. Et le troisième mouvement, c'est la défaite du comte. Dans le premier mouvement, ligne 1 à 12, le suspense autour de la mystérieuse faveur. Donc, tout d'abord, au début, on a une surprise, parce que on a une première surprise. Au total, on en a trois, mais on a une première surprise. Parce que cette scène marque une rupture de ton importante avec les scènes précédentes. La dispute entre le comte et Chérubin se trouve stoppée net, et d'un seul coup, de nombreuses personnes, presque une foule, on a des pluriels sans nombre, valets, paysannes, paysans, arrivent sur scène. On note aussi qu'il s'agit de gens du peuple, et non de nobles ou de bourgeois fortunés. Ce sont les vassaux du comte qui font tous irruption de manière surprenante. La scène devient saturée de personnages. Deuxième surprise, à leur tête, il y a Figaro, qui est accompagné de la comtesse. Les deux personnages, malgré les différences de rang, sont donc ensemble, du même côté. Et d'un seul coup, le comte se retrouve très seul, sans aucun allié. Troisième surprise, c'est que Figaro tient dans sa main un accessoire invraisemblable. Une toque de femme garnie de plumes blanches et de rubans blancs dans les bras. On se demande d'où ça sort cette chose. Cette toque est blanche, plumes blanches, rubans blancs, ce qui est en concordance avec la couleur de la foule, vêtue de blanc. C'est comme si Beaumarchais, lui qui était si attaché à la mise en scène, avait voulu provoquer une sensation de tourbillon de blanc sur scène. La première didascalie montre que Figaro parle à la comtesse. C'est la preuve qu'il y a un complot. Le mystère est complet pour le spectateur. Visiblement, Figaro et la comtesse continuent en aparté une conversation qu'ils ont entamée avant. La comtesse apparaît comme le seul espoir, avec la négation exceptive, il n'y a que vous. On attend la révélation de la nature de cette mystérieuse faveur qui est. De la ligne 5 à 9, la comtesse prend alors à témoin le comte. Vous les voyez, monsieur le comte. Et elle se déclare incompétente. Il me suppose un crédit que je n'ai point. Il évoque à nouveau une demande mystérieuse qui se termine en aposiopèse. Le comte est embarrassé, c'est la didascalie. À partir de ce moment, et jusqu'à la fin de la scène, il est obligé de faire bonne figure, de donner l'image du grand seigneur noble et généreux. Il est forcé de jouer un rôle. Il commence par donner l'image d'un homme généreux. Il faudrait qu'elle le fût beaucoup, c'est-à-dire il faudrait que leur demande soit très déraisonnable pour que je la refuse. C'est-à-dire, je peux accorder quasiment toutes les demandes si elles ne sont pas trop déraisonnables.
Une nouvelle aposiopèse à la fin, ce qui donne du dynamisme à la scène. Il est interrompu par un aparté entre Figaro et Suzanne. Cet aparté, Figaro s'adresse à Suzanne à voix basse. Il commence une phrase que Suzanne complète par la suite, ce qui est un signe de complicité entre fiancés, n'est-ce pas? Oui, merci madame, mademoiselle. Le deuxième mouvement, de la ligne 13 à 42, c'est le jeu de dupes autour de la faveur. Alors, mais c'est quoi cette faveur? C'est, on le sait, avec un échange entre le comte et Figaro, chacun s'affrontant par les mots, chacun jouant un rôle. Figaro fait semblant de considérer le comte comme un homme généreux et noble. Et le comte tâche d'apparaître ainsi, alors que chacun sait qu'il joue la comédie à l'autre. Le comte pose une question directe, que voulez-vous? À laquelle Figaro répond de manière très polie, avec Monseigneur, et aussi compliqué. Il met la responsabilité de la demande sur vos vassaux et il utilise une périphrase, un certain droit fâcheux, pour adoucir le terme de droit de cuissage, ou droit du Seigneur. En effet, le comte avait renoncé au droit de cuissage par amour pour madame. Mais il y a une nouvelle aposiopèse, le comte ne le laisse pas finir et marque son impatience par une interjection. Eh bien, réaffirme la disparition du droit du Seigneur et termine une nouvelle fois par une question à Figaro. La révélation de la mystérieuse faveur est encore retardée. La didascalie malignement montre bien que Figaro est en train de mentir et même qu'il y prend plaisir. Il utilise le champ lexical de la vertu, bon maître, célébré. Le comte se retrouve plus embarrassé. Il essaye de donner de lui une image de grand seigneur. Il utilise le champ lexical du crime, de la malhonnêteté, droit honteux, servile redevance, tyrannie d'un vandale. Vandale faisant ici référence à la tribu barbare et violente des Vandales. Donc à ce champ lexical du crime de la malhonnêteté, il oppose avec force, avec l'interjection ah, le champ lexical de la vertu, l'abolition d'un droit honteux, honnêteté, le droit avoué. Il se compare à un noble castillan, en espagnol. Il veut donner de lui l'image de quelqu'un de vertueux, en affirmant que l'abolition du droit de cuissage est tout naturel. Et il veut construire l'image d'un ethos positif. Ethos étant l'image que l'on veut donner de soi-même quand on parle. De la ligne 30 à 42, Figaro fait semblant de prendre l'éthos positif du conte au sérieux. Il prend Suzanne par la main, didascalie, et la désigne par une périphrase plaisante, jeune créature. Il continue d'être faussement respectueux, permettez, une longue phrase tortueuse et trop polie, et de reprendre le champ lexical de la vertu, votre sagesse, préserver l'honneur, toque virginal, symbole de pureté. Nouveau interrompu par le comte, qui manifestement ne désire pas écouter la petite poésie ou le quatrain composé par Figaro, qui est de nouveau qualifié d'embarrasser le comte, et encore embarrassé, ça fait la troisième fois qu'il est embarrassé, comme c'est indiqué dans la didascalie. Le comte qualifie Figaro d'amoureux, poète et musicien pour mettre à distance la gêne qu'il éprouve. Mais on se souviendra que dans la première apparition de Figaro, dans Le Barbier de Séville, on le voyait justement en train de chanter et de composer de la musique. Ceci dit en passant. Le troisième mouvement, c'est la défaite du comte de la ligne 43 à la fin. Et la conversation se déroule devant témoins et Figaro fait donc un appel au peuple. Joignez-vous à moi, mes amis. Il donne la parole à Suzanne qui demande au comte une question rhétorique très simple mais remplie d'ironie. Pourquoi fuir un éloge que vous méritez si bien? Et en fait, c'est ironique parce qu'il ne mérite pas cet éloge. C'est horrible, le comte. Donc le comte est forcé d'abdiquer. Et il enchaîne alors trois apartés jusqu'à la fin du texte. Le premier est une insulte envers Suzanne. La perfide! Figaro reprend la parole et il nargue le comte en utilisant le terme plus joli fiancé pour qualifier Suzanne parce qu'il veut rendre le comte jaloux. Il le nargue en fait. Hein. Nanana, regarde comme elle est jolie ma fiancée. Tu vas pas coucher avec. Suzanne s'exprime en lui répondant avec laisse-la à ma figure et ne vantons que sa vertu. La vertu du comte, bien sûr. Hein. Bien sûr, c'est de l'ironie parce qu'on sait que le comte n'est pas honnête et il n'est pas vertueux. Donc le comte impatienté fait donc un aparté avec ses pensées. C'est un jeu que tout ceci. De ligne 54 à 61, la comtesse décide de se joindre avec Figaro et Suzanne car elle aussi, elle sait la vérité. Elle annonce qu'elle n'oubliera jamais cette célébration et elle la tient au cœur.
car cette cérémonie signifie l'amour que le comte avait pour elle. Elle utilise beaucoup de chants lexicaux de l'amour. Cher, charmant, amour. Mais c'est à l'imparfait, l'amour que vous aviez pour moi. Le comte, toujours soucieux de donner l'image d'un mari parfait, la corrige en disant que j'ai toujours. Sa défaite est entérinée par le chant lexical de la reddition. Je me rends, je suis pris. Et il y a une certaine revanche du comte, puisque la scène se termine sur un dernier coup de théâtre. Le comte trouve le moyen d'ajourner la cérémonie et de finir sur un dernier aparté. La promesse d'aller chercher Marceline est l'annonciateur d'une nouvelle volée de coups de théâtre. Conclusion, on peut dire quoi? Que cette scène est structurée de manière à être la plus dynamique possible. Interruption, aparté, double jeu permanent, double sens des répliques, la tension ne retombe pas. Et ici encore, c'est Figaro qui mène la danse, aidé de la comtesse et de Suzanne. La comédie du valet est décidément plus forte que l'hypocrisie du maître. Ouverture, la véritable confrontation avec le comte arrivera à la scène 2 de l'acte 3 et sera plus frontale, même si tout autant pleine de dissimulation. Voilà.